Il y a environ 6 mois, à la date d'aujourd'hui, le 13 mai 2026, j'ai eu le plaisir d'échanger avec un aimable monsieur espagnol qui avait mis en vente son bien immobilier à Hendaye. Ce monsieur avait décidé d'entreprendre son projet seul, sans mon accompagnement, malgré ma commission pourtant très modeste de 2 500 € hors taxes. Son annonce était publiée sur une plateforme bien connue de vente immobilière. J'observais régulièrement cette annonce et, quelques semaines plus tard, celle-ci disparut. Je pensais alors que le monsieur avait rapidement vendu son bien. Quelques mois passèrent. En étudiant à nouveau le marché immobilier local, je revis soudain la même annonce. Je décidai alors de l'appeler. Nous avons discuté longuement. Son état d'esprit, auparavant optimiste et serein, était devenu triste et préoccupé, bien qu'il soit resté extrêmement courtois. Je lui demandai ce qui s'était passé. Il m'expliqua que l'acheteur s'était rétracté. Non seulement il avait perdu cette vente, mais également les autres acheteurs potentiels qu'il avait contactés pendant la procédure. Que s'est-il passé exactement ici ? C'est précisément l'occasion d'expliquer deux notions essentielles du droit immobilier français, le compromis de vente et la promesse de vente. Ces deux actes juridiques interviennent avant ce que l'on appelle l'acte authentique ou acte notarié. Dans la promesse unilatérale de vente, article 1124 du Code civil français, à ne pas confondre avec l'article 1589 relatif à la promesse de vente, le vendeur est engagé à vendre, mais l'acheteur peut se rétracter pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois. Il s'agit d'une situation extrêmement avantageuse pour l'acheteur. Il sécurise un bien immobilier tout en conservant la liberté de chercher discrètement d'autres biens, parfois à l'insu du vendeur. C'est un peu comme un fiancé qui continuerait à essayer différents partenaires alors qu'il sait déjà qu'une personne l'attend. Dans le compromis de vente, au contraire, les deux parties sont engagées et aucune ne peut se rétracter contre la volonté de l'autre. La seule manière de mettre fin à cet accord est un consentement mutuel des deux parties. Attention toutefois aux clauses suspensives. Celles-ci permettent notamment de conditionner la réalisation définitive de la vente à l'obtention d'un prêt bancaire par l'acheteur. Mon conseil personnel est le suivant. Évitez autant que possible les acheteurs qui dépendent entièrement d'un futur crédit bancaire non encore accordé. Il est préférable de traiter soit avec des acquéreurs disposant déjà des fonds nécessaires, soit avec des acheteurs ayant obtenu un accord bancaire préalable suffisamment solide. Autre conseil fondamental pour les vendeurs, ne mettez jamais un bien en vente lorsqu'il est encore occupé par un locataire, même si celui-ci a signé un document s'engageant à quitter le logement avant ou le jour de la vente. J'ai également connu le cas d'un propriétaire qui, séduit par l'opportunité d'acheter un autre bien immobilier, s'était engagé dans un compromis de vente, alors que sa capacité financière dépendait entièrement de la vente préalable de son propre bien. Le résultat fut dramatique. La vente de son appartement n'aboutissait pas. Il entra dans une profonde crise d'anxiété, fut contraint de réduire son prix de vente de 80 000 €, sans parvenir malgré cela à vendre. Pourtant, il avait déjà avancé 75 000 € pour l'acquisition du second bien, tandis que le propriétaire de ce dernier commençait à le menacer d'actions judiciaires pour non-respect des délais prévus. Je ne sais pas comment cette situation tragique s'est terminée
car il ne s'agissait pas d'un dossier que je gérais personnellement. Mais il est toujours important de connaître des exemples réels de graves erreurs afin d'éviter de les reproduire. Les émotions sont presque toujours ennemies de la logique. Personne ne devrait jamais s'engager dans une obligation dont l'exécution dépend de circonstances échappant à son contrôle. Obtention hypothétique d'un prêt bancaire. Présence d'un locataire dans le bien. Nécessité de vendre un autre bien pour financer une nouvelle acquisition, etc. Bien entendu, certains cas particuliers méritent une étude spécifique, notamment l'achat de terrains à bâtir, les ventes en état futur d'achèvement, ou encore les acquisitions sur plan, qui possèdent leurs propres particularités juridiques.